C'est parti pour le grand débrief de Monde Numérique. Chaque mois, on passe en revue l'actu tech du mois écoulé en podcast, audio et en vidéo sur la chaîne YouTube de Monde Numérique et avec des pointures du secteur. J'ai le plaisir, comme chaque mois, d'accueillir tout d'abord François Sorel de BFM Business Tech & Co. à Paris. Salut François. C'est quelle pointure, ça? Bon, enfin, ça, voilà. C'est quoi? C'était un peu la petite blague. Bonjour. C'est ta chaussette Apple que tu nous montres, là? C'est mon gant. C'est mon gant parce qu'à Paris, il a fait froid ces derniers jours. Hein. C'est vrai. Et à Montréal, est-ce qu'il fait froid ou est-ce qu'il fait chaud? Bruno Guglielminetti du podcast Mon Carnet. Cette année, on peut dire qu'à Montréal, il fait toujours plus chaud qu'à Paris. Oh là c'est là. fou, ça. Mais c'est quoi ce monde à l'envers? Vous devriez faire comme ces milliers de Français qui sont venus s'établir au Québec pour profiter de la belle saison. Ça va, tu vas pas nous piquer tous nos cerveaux. Hein. Bon, les amis, on se retrouve comme chaque mois pour passer un peu en vue ce qui s'est passé. Alors, je pense qu'on a un mois de novembre qui est assez intéressant. Je vous propose ce mois-ci que nous parlions tout d'abord de ChatGPT qui fête ses 3 ans. Rappelez-vous, 30 novembre 2022, le monde découvrait l'IA générative. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a changé? Et puis surtout, où allons-nous? On va en parler ensemble. Et puis ce n'est pas tout. Dans la grande histoire mouvementée de l'intelligence artificielle, Google serait-il en train de reprendre le lead? Google qui avait quand même un peu pris des coups dans la figure, justement depuis l'arrivée de ChatGPT. On a l'impression qu'ils se ressaisissent et ils marquent des points, Gemini 3, etc., etc. Et puis Apple, de son côté, lui, n'est pas trop intéressé toujours par l'intelligence artificielle, plutôt par l'industrie vestimentaire, on en parlera. Donc tout cette histoire de chaussettes. Et puis il y a plein de choses aussi chez Apple quand même, des histoires de licenciement, Tim Cook qui serait, dit-on, peut-être sur le départ, etc. Enfin, je vous propose qu'on mette également dans la corbeille de la mariée ce mois-ci les robots, toujours plus de robots humanoïdes. Moi j'en ai dénombré pas moins de au moins 3 nouveaux entre Iron en Chine, Oxo en France et Idol en Russie, qui viennent s'ajouter à tous les autres. Voilà. Et puis vous qui nous écoutez, si vous êtes sage, on vous livrera peut-être aussi un petit coup d'œil personnel sur des objets tech qui nous sont passés entre les mains. Et en plus, je ne sais même pas ce que me préparent ou pas mes camarades parce que je leur ai pas demandé. C'est parti pour le débrief. Cette émission est parrainée par FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises. FreePro est un opérateur spécialisé pour les pros qui s'adresse à toutes les entreprises, les TPE-PME, mais aussi, on le sait moins, les grandes entreprises, à travers les solutions experts, des solutions IT, cloud, télécom, cybersécurité, spécifiques pour les directions techniques et informatiques. FreePro dispose d'experts de la connectivité et de la donnée. Et là où ils mettent le paquet aujourd'hui, c'est dans l'accompagnement personnalisé des clients via des équipes dédiées présentes dans une dizaine de villes. Alors FreePro, c'est un peu comme ce podcast, sérieux sans se prendre au sérieux. Leur objectif, c'est de bousculer l'ordre établi sur le marché du B2B, comme ils l'ont fait dans le grand public. Leur credo, simplicité et innovation. Pour en savoir plus, direction le site web freepro.com. Merci à eux de soutenir le grand débrief de Monde Numérique. Qu'est-ce que vous faisiez le 30 novembre 2022? Je suis sûr que vous vous en souvenez pas. Moi, j'étais à l'antenne sur BFM, ça c'est sûr, Ouais. sur BFM Business. Et je crois que on découvrait ChatGPT, qui était un truc, parmi toutes les actus du jour, ou en tout cas de la semaine, il y avait ce machin qui était arrivé et qu'on avait testé, qui était quand même assez bluffant à l'époque. On se disait waouh, c'est génial ce truc. On pose une question, il nous répond de manière quasi humaine, etc. Rappelons qu'on était à 3.5 à l'époque. Hein. Donc moi je me souviens de ça. Oui, mais enfin c'était pas le 30 novembre parce que le 30 novembre il s'est rien passé en réalité. Non, le 30 novembre, mais dans cette période-là, quoi. Il y a pas eu de truc comme ça. Oui, non. Ça a été ouvert le 30 novembre, mais complètement en catimini à l'époque.
Et puis là, maintenant, on en est à fêter l'anniversaire chaque année, parce que chaque année, il y a un bilan qui est différent. Moi, j'ai relevé quelques chiffres. ChatGPT, aujourd'hui, c'est environ 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires, ce qui est quand même assez monstrueux. Plus de 3 milliards de messages. Plus de 3 milliards de messages par jour. Alors, j'espère que les chiffres sont exacts. Je les ai piqués sur le site de notre camarade Emmanuel Torregano. Je te dis salut au passage, Emmanuel. Non, mais c'est phénoménal. C'est vertigineux, même. On est bouche bée. Ça vous laisse sans voix, d'ailleurs. Ben oui, oui. Mais tu vois, pour la petite histoire, moi, c'est le 1er décembre que j'ai découvert cette chose-là. Parce que, désolé, j'étais occupé le 30 novembre. Mais le 1er décembre, j'ai été faire un tour parce que j'ai des amis dans le coin qui m'ont dit « Ah, tu devrais aller voir ça. » Et puis ça tombait au même moment où j'étais en train de préparer mon carnet. Et j'ai décidé d'en parler parce que je me dis, je vais tester au moins pendant une semaine ou deux pour voir ce qu'il y en retourne avant de commencer à faire du bruit autour. Hein. Mais ouais, Puis 3 ans plus tard, ben, il ne s'est rien passé. Hein. Ça n'a rien changé dans nos vies. Ça n'a pas eu vraiment d'impact. Ouais. Non, mais justement, si vous deviez retenir un truc vraiment, parce que évidemment c'est quelque chose qui a touché tous les secteurs, notre vie personnelle entre guillemets, nos usages. Enfin, pour ceux qui l'utilisent au quotidien, on dit qu'il y a à peu près 40% des Français aujourd'hui qui utilisent, qui ont déjà utilisé en tout cas ChatGPT. Ça bouscule aussi les choses au niveau business, au niveau économie, au niveau finance, au niveau politique, au niveau et puis au niveau technologique surtout. On a ouvert une porte vers un nouvel univers. Donc, si vous deviez retenir un aspect comme ça, ce serait quoi, selon vous, François ? Moi, il y a un truc qui me bluffe toujours autant, c'est l'interface vocale. C'est pas trop l'usage qu'on peut en faire, c'est les progrès qu'il y a eu dans l'expression en fait orale de ChatGPT. Et vous l'avez sans doute essayé comme moi, mais moi je m'en sers assez souvent. Souvent maintenant je pose mes questions, même sur mon PC à l'oral, à ChatGPT, je suis de plus en plus bluffé par à la fois sa rapidité de réponse, le fait qu'il se souvienne des discussions qu'on a eues auparavant, la pertinence de ses réponses. C'est pas tout le temps parfait, mais ça, moi, franchement, s'il y a un truc que je devrais retenir, c'est ça, c'est la manière dont en fait ChatGPT a réinventé l'ergonomie d'un produit high-tech, et c'est la voix. Et ça n'a rien à voir avec Siri, ça n'a rien à voir avec Google Home. Là, tu es vraiment dans un autre univers. Tu parles à une machine. Vraiment, tu parles à une machine, elle te répond. Mais on est rendu, on est presque rendu, faut pas s'enthousiasmer, là, mais à l'expérience de Odyssée 2001. Quand il y a l'astronaute qui est en train de parler avec Hal, l'ordinateur de bord, et il y a moi, ça a été le premier sentiment que j'ai eu quand je posais la question et il me répondait, et là, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose. Et puis évidemment, tu as raison, François, plus on l'utilise, plus il y a toute cette mémoire qui est là. Si évidemment on accepte d'être suivi de près. Et l'expérience, elle est vraiment impressionnante. Puis là, maintenant qu'ils ont rajouté cette semaine l'interface vocale à l'intérieur de l'interface texte, ça va permettre ça à probablement des millions de personnes de découvrir cet outil-là qu'ils utilisaient plus ou moins et qui fait toute la différence. Et puis moi aussi, je me surprends quand je suis avec ma conjointe, de temps en temps, on cherche un truc et puis, bon, ben c'est comme si j'appelais quelqu'un, hey, telle question, et puis, pop, ça répond, OK, on continue notre conversation. Ouais. C'est sans doute ce qu'il y a de plus troublant, je trouve, humainement. Tu vois, cette interface-là. Et ça me fait penser, tu parlais de science-fiction, c'est vrai que ça me fait penser aussi au film Alien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Alien, il y a une espèce d'ordinateur central qui s'appelle Maman. Oui. Et tout l'équipage discute avec Maman. Ouais. Et ils ont une conversation qui est très naturelle. Alors Maman, elle est pas rigolote, hein. Elle est moins empathique que ChatGPT, mais ça me fait penser à ça aussi. Ouais. Et mais c'est quelque chose entre les deux. T'as raison. T'as bien raison d'évoquer ça. Ouais. C'est vrai. Et ça, qui aurait pu imaginer qu'on aurait aussi rapidement un truc comme ça? C'est ça qui est dingue. Alors après, il y a tous les effets pervers, entre guillemets, entre les gamins qui travaillent plus à l'école et qui se contentent de demander à ChatGPT de faire du copier-coller.
les fabricants de fake news qui s'en donnent à cœur joie, qui peuvent produire du contenu à tire-larigot. Et puis surtout, moi, ce qui m'inquiète peut-être le plus, c'est un peu la dépendance, encore une fois, dans laquelle on va se mettre par rapport à cet outil, à la fois parce qu'on va en être accro, et alors je suis bien placé pour le dire, moi je suis accro à ChatGPT, je m'en sers à tout bout de champ, mais c'est pas tant sur la quantité, c'est, et ça on l'a déjà évoqué ensemble, Bruno, c'est ce qu'on appelle la dette cognitive, c'est-à-dire la paresse cognitive, le fait... ouais. Ouais, la paresse cognitive, c'est-à-dire que bah voilà, c'est tellement facile de demander des choses à ChatGPT que y a plein de trucs pour lesquels on va plus faire fonctionner notre cerveau. Et en même temps, c'est un peu toujours la même histoire qui s'écrit, j'ai l'impression, parce qu'on disait la même chose quand la calculatrice est arrivée, on disait la même chose quand on a arrêté d'apprendre les départements et les chefs-lieux de canton à l'école chez nous en France, et nos arrière-grands-parents disaient mais vous serez idiots, vous ferez pas fonctionner votre mémoire, etc., etc. Ouais. Donc voilà, je pense qu'il y a des contre-mesures naturelles, mais en même temps, il y a des risques de dérapage énormes. Sans parler il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu. Pense simplement aux armes. Ça a permis ça à des gens de survivre parce qu'ils ont été capables de tuer des animaux puis pour se nourrir. Mais de l'autre côté, il y a des cons qui ont pris les mêmes carabines pour aller tirer sur leurs voisins. On s'entend, là, de tous les temps, chaque fois qu'il y a eu des innovations, il y a eu des gens qui ont eu la mauvaise idée d'utiliser ces mêmes innovations-là, qui étaient normalement là pour améliorer le sort de l'humanité, pour aller faire des bêtises. Et l'IA ne va pas passer à côté. Ce qui est dommage, c'est que ça donne du grain à moudre à ceux qui rejettent le progrès d'une manière générale, le numérique en particulier, etc. Et il y en a encore. Hein. Moi, j'ai un copain qui n'a jamais touché ChatGPT et qui me dit « Ah non, moi je le ferai pas, il y a trop d'écrans dans nos vies. » Je crois savoir qui c'est. Pas de nom, François. Non. Ouais. Mais je crois savoir qui c'est. Mais tu sais... Il y a des râleurs partout. En France, on est des spécialistes de ça. Mais on peut rien contre cette vague. On n'y peut rien. Et tu sais, ça me fait penser encore une fois, quand tu fais l'analogie au smartphone, moi j'avais plein de gens autour de moi qui disaient « Ah non, moi un smartphone, jamais de la vie. Jamais j'aurai un smartphone. Je veux pas être dépendant d'un téléphone portable. Je veux pas être dépendant d'avoir mes mails sur mon téléphone. Tu te rends compte d'avoir mes mails sur mon téléphone ?» Et puis ces gens-là, ils ont tenu quoi? 1 an? 2 ans, et puis après, c'est tellement une commodité, ça t'apporte tellement de choses, et puis surtout, on apprend à utiliser ces technologies. Ouais. Au début, si tu veux, il y a une période d'acclimatation où tu fais n'importe quoi, et puis après, tu arrives à mieux maîtriser tout ça. Et ça va être pareil avec ChatGPT, sauf qu'à mon avis, avec ChatGPT, et en tout cas tous les LLM, et notamment vocaux, ça va aller plus vite. Voilà, c'est tout. Ouais. Dernier point, puis après on passera à autre chose. Mais si vous deviez retenir un truc que vous avez fait avec ChatGPT qui vous a marqué, ce serait quoi? Et pour vous donner le temps de réfléchir, je vais vous faire part, moi, de mon expérience personnelle, un truc rigolo. Je crois pas l'avoir raconté en podcast, mais j'étais chez ma maman qui avait un problème de comment on appelle ça, de chaudière à eau. Enfin, elle avait plus d'eau chaude, sa chaudière marchait pas. J'y connais rien en chaudière, mais rien de rien. Je sais même pas comment ça marche une chaudière. J'en ai pas chez moi et tout. J'ai pris le mode, non seulement le mode vocal, mais le mode visio de ChatGPT. Je l'ai mis devant le truc. Je lui ai dit, tu peux m'aider à réparer ça? Et je lui ai montré même le dessous de la chaudière où il y a des boutons, des tuyaux, etc. Il me dit, oui, pas de problème. Alors, si ça marche plus, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Alors, je lui dis, ah bon, j'appuie sur quel bouton? Il me dit, je pense que ça doit être le bouton bleu, là, etc. Et je te jure, en 3 minutes, je lui ai remis sa chaudière en route. C'est pas incroyable, ça? Non, mais c'est fou. Vas-y, Bruno. Ouais. Non, je te souhaite pas d'aller désamorcer une bombe avec ça. Je crois que c'est le fil bleu. Il n'a jamais été là pour raconter la suite. Il ne faut pas qu'il hallucine à ce moment-là, le truc. Ah ben non, c'est sûr, tu as toujours le risque. Ouais. Puis en plus, il a l'air tellement sûr de lui, donc voilà. Je sais pas, vous avez un truc comme ça? Vas-y, François. Ben moi, pas plus tard que la semaine dernière, j'étais devant une cheminée, si tu veux. Mais alors tu te dis, bon, une cheminée, moi, j'adore la cheminée, j'adore le bois, etc. Et, oui, t'adores le feu, c'est son côté un peu. Non, mais j'adore le feu. Rustique, t'es très barbecue et tout. Mais il est très non, mais le feu. Une cheminée, pour moi, je trouve ça incroyable. J'adore l'ambiance du feu. Et donc,
cette cheminée qui était toute neuve, il y avait si tu veux, des boutons, des trucs sur le côté et tout, et je comprenais rien. Et comme toi avec ta chaudière, j'ai fait une photo de la cheminée avec ChatGPT, et instantanément, il m'a retrouvé le modèle. Et pourtant, c'est une cheminée. Une cheminée, qu'est-ce qui ressemble plus à une cheminée qu'une autre cheminée? Mais c'est une cheminée électrique? Non, une vraie cheminée avec du bois, si tu veux. Mais elle se ferme, donc il y a des boutons pour donc c'était entrer l'air, arriver l'air. D'accord. Tu vois les trucs et tout. Et en fait, il m'a posé des questions. C'est bon. Et il me disait, tiens, montre-moi le dessous. Comment ça se passe montre-moi le conduit de la cheminée. Je dis mais pourquoi? Parce qu'il me dit, je voulais voir si les briques réfractaires étaient bien installées et tout par rapport au modèle de la cheminée. Je te jure. Et après, il me dit, mais tu as vu, tu as 2 petits boutons sur le côté. Et c'est les boutons qui te permettent de régler l'arrivée d'air. Je te conseille pour ton premier allumage de le mettre à fond. Mais j'avais l'impression d'avoir un gars, tu sais, qui était là sur mon oreille et qui regardait en même temps que moi le truc et qui me donnait des conseils, tu vois. Ah, c'est bon. C'est incroyable. Incroyable. Et là, tu te dis, ok, voilà, la vie ne sera plus jamais pareille. Ouais. Et toi, Bruno, t'as moi, c'est un truc anecdote? C'est un usage que j'ai fait il y a peut-être 2 ou 3 mois. J'avais vu une requête passer dans un magazine américain de ressources humaines et j'ai repris la requête et je l'ai mis dans ChatGPT que j'utilise depuis donc le 1er décembre, là, ça fait 3 ans. Et je lui ai demandé de m'évaluer, moi. Et ça a été tellement impressionnant parce que j'ai... C'est vrai? Oui, parce que ça fait quoi? Ça fait 10 ans que je suis à mon compte. Et je lui ai demandé, écoute, sur ce que tu sais de moi, évalue-moi comme communicateur, comme professionnel, comme ça. Et ça a été, là... J'avais vraiment l'impression d'avoir un spécialiste en ressources humaines qui me disait, voici tes forces, voici où ça va bien. Tes points d'amélioration. Non, mais c'est ça. Est-ce qu'il y a un point... Puis là, il m'a demandé, est-ce que tu veux qu'on parle des choses sur lesquelles tu pourrais... Parce qu'on le connaît, il est très jovialiste, positif, il flotte dans le sens du poil. Mais là, il dit, est-ce que tu voudrais aborder les points que tu pourrais améliorer? Je dis, oui. Et là, il me sort des trucs. C'était là, je pense que j'aurais dû payer une fortune pour avoir ce genre d'évaluation de mon travail. Et puis, c'était fait comme ça. Mais vous serez d'accord avec moi quand même, pour mettre en garde les gens qui éventuellement n'auraient jamais utilisé ChatGPT, il faut toujours avoir du recul par rapport à ça. Parce que bien sûr, faut être hyper critique. Et il y a plein de fois, il a l'air hyper sûr de lui. Ah non, mais c'est sûr. Et il faut être plus fort que lui pour savoir qu'en fait, il comprend rien à ce qu'il raconte. Il faut qu'on garde notre cerveau, et c'est ça le truc. C'est ça, si tu veux, il faut qu'on garde notre capacité de jugement et de bon sens. Mais à partir de ce moment-là, quand tu as compris ça, tu le prends comme un outil. Voilà. ChatGPT est un super outil, mais l'outil est au service de l'homme. Il faut qu'on reste maître de ces outils. Et c'est un peu comme être pilote derrière une F1. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux aller te casser la gueule avec ça, mais si tu sais piloter ce truc-là, tu peux vraiment t'amuser. Là. Ah c'est clair, mais c'est clair, exactement. Bon, rendez-vous l'année prochaine pour les 4 ans de ChatGPT. Allez, comme on dit au Québec, bonne fête. Justement, dans Tech & Co, jeudi, puisque tu diffuses quand ce podcast? Dimanche. Ce week-end, dimanche. Oui. Et le replay de Tech & Co jeudi, on fait 1 heure sur les 3 ans de ChatGPT. Bravo. Très bien. Alors, allez-y. Allez regarder Tech & Co jeudi. Les amis, en ce mois de novembre, on a surtout découvert qu'il n'y avait pas que ChatGPT, et il y en a donc un autre qui commence à faire avoir vraiment des adeptes, qui a cassé la baraque. C'est Gemini 3 de Google, qui a fait un lancement tonitruant. Alors c'est amusant parce que pas de grand show pour la présentation, contrairement à GPT-5 cet été. Là, juste un communiqué, sauf que l'accueil est unanime. Tout le monde dit que ce modèle est génial. Premier point. Et puis, on a appris même que derrière ça se cachait autre chose d'assez intéressant. C'est que Google aurait, pour entraîner et aujourd'hui encore pour faire fonctionner ce Gemini 3, aurait utilisé ses propres puces et non pas les microprocesseurs de Nvidia, ce qui est quasiment un crime de lèse-majesté. Est-ce que ça veut dire que Google,
qui avait quand même, on avait l'impression qu'ils étaient sonnés depuis la sortie de ChatGPT. On se disait oui, le moteur de recherche, plus personne va l'utiliser. Il faut vraiment qu'ils rattrapent leur retard et tout. Est-ce que ça y est, ils ont enfin repris le cap et ils vont nous en mettre plein la vue, d'après vous? Moi, je sais pas, je peux commencer, Bruno? Ben oui, oui. Je pense que Google est dans l'IA depuis de très 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 nombreuses années. Ouais. Il faut les prendre au sérieux. Et on s'en rend compte qu'aujourd'hui, ils sont hyper sérieux. Et deux, ils ont toute la structure depuis de très nombreuses années pour justement améliorer cette IA avec des processeurs maison qu'ils ont développés. Alors certes, ils sont peut-être pas aussi puissants que ceux de Nvidia, mais en tous les cas, pour ceux dont Google a besoin. Alors il faut savoir que Google fait appel aux processeurs Nvidia. Oui, il y en a quand même. Google fait appel aux GPU Nvidia pour certaines tâches, mais pour d'autres tâches, Google a développé son écosystème. C'est incroyable. Ils ont tout en fait. Ils ont leur data center, ils ont leur cloud, ils ont leur soft. C'est la boîte parfaite finalement. C'est un peu le Apple dans l'intelligence artificielle. Ils gèrent tout de A à Z, tu vois. Même s'ils ont besoin de Nvidia. Et je pense que là, ils ont mis du temps à démarrer, mais comme Google, c'est une grosse locomotive quand elle est lancée, eh bien maintenant, elle commence à être à sa vitesse de croisière. Et on le voit, même Sam Altman, je ne sais pas si vous avez lu ça cette semaine, mais même Sam Altman commence à se poser des questions en se disant... voilà, il a dit à demi-mot qu'il commençait à s'inquiéter du rattrapage de Google et de certains autres par rapport à ChatGPT. Et qu'en fait, il y avait une surenchère. Toute cette avance qu'il avait, il est en train de la perdre. Et moi, ça me fait un peu penser, et c'était l'analogie qu'un des débriefeurs avait fait dans Tech & Co. ChatGPT, c'était un peu le sprinter. Et tu avais de l'autre côté Google, qui lui est parti un peu plus lentement. Tu vois, c'est l'histoire du lièvre et de la tortue. Tu vois. Et là maintenant, ChatGPT et OpenAI, qui n'a pas en plus des ressources financières, parce qu'on n'a pas parlé de ça, n'a pas des ressources financières illimitées, comme Google, qui est très riche, et bien maintenant, Google, qui commence à être bien lancé, au bout d'un moment, va sans doute rattraper ChatGPT. Voilà, c'est assez intéressant. C'est super intéressant, et c'est donc la bataille, elle est contre OpenAI pour l'IA, et elle est, on l'a dit, contre Nvidia pour le hardware. Et je ne sais pas si vous avez vu, ils viennent même d'ouvrir, alors ça je trouve que c'est un pied de nez formidable, ils ont ouvert un centre d'ingénierie à Taipei, à Taïwan. Taïwan qui est donc la capitale de la fabrication des processeurs, dont est originaire Jensen Huang, le PDG de Nvidia. Donc c'est amusant, quoi. Bruno, qu'est-ce que tu en penses? Je veux juste mettre les choses un peu en perspective où tout à l'heure, tu disais, ils n'ont pas fait de bruit, ils ont sorti un communiqué. Google s'est fait chauffer le derrière il y a 3 ans ou 2 ans et demi quand ils ont sorti la première version de Gemini. Souvenez-vous, ça a été ridicule. Rappelez-vous Bard, juste avant. Ça s'appelait Bard. Et c'est à ça C'était une horreur. Oui. Et ils se sont plantés royalement en pleine présentation. Ils ont dû tout fermer, cacher, et puis on retourne au travail. Donc, c'est quoi? C'est 3 ans de travail pour arriver à Gemini 3, qui vraiment là livre la marchandise. L'autre truc, moi, que je trouve, et ça, je pense que les gens d'Apple vont être heureux, c'est probablement basé sur, peu importe ce qu'on a dit là entre-temps, moi j'ai bien l'impression, parce qu'il reste encore des mois à passer, c'est probablement basé sur le Gemini 3, l'expérience qu'on a aujourd'hui, que les gens d'Apple Intelligence, au printemps prochain, auront droit à quelque chose d'assez similaire que leur expérience. Et ça, pour Apple, c'est une très bonne nouvelle. Oui, c'est vrai. Voilà. Les amis, juste une parenthèse, il y a un retour qui repasse dans un micro là. Ouais, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est toi, François, ou. Moi, j'ai touché à rien. Non, c'est bizarre. Un petit retour. Bon. Ah, là, ça va mieux. On dirait que ça va mieux. Touché à rien. Donc putain, Google qui revient. Il me reste 7% de batterie sur mon iPad, putain. Ah ouais, donc tu vas nous quitter en cours de route. Bon, là, on accélère. Allez, on passe au troisième sujet. Non, mais je prendrai mon iPhone, mais si ça coupe, vous inquiétez pas, je vous reprends sur l'iPhone parce que je viens de me rendre compte que j'ai 7% sur l'iPad. Alors, fast forward. Et je peux pas le recharger parce que je suis en USB-C avec le micro. Oh mon Dieu. C'est la catastrophe. Il est temps que tu t'installes un studio, hein, François. En plus, au niveau lumière, ça va pas du tout. Alors attends, c'est mieux là ou pas? Donc ça oui, ça va un peu mieux. Ouais. Ouais.
Ça donne un petit côté romantique. Voilà. Donc c'est bien de se faire des salles de cinéma et des barbecues et des trucs comme cheminée. Ça. Hein. Et une cheminée. Il va falloir que tu penses à te faire un vrai studio de producteurs et de créateurs de contenu. Hein. Tu me l'as déjà dit, je vais le faire. Et oui, je te l'ai dit. Je sais. Bon. Tu sais, François, je te passe un divan, des guitares, et puis c'est bon. Hein. Ah oui, l'arrière-plan de Bruno qui plaît beaucoup d'ailleurs. Ouais. Bon, on a parlé de Google, on a parlé de ChatGPT aussi. Et alors, bizarrement, enfin, pas bizarrement, mais l'un des lurons de la bande, c'est Apple. Et alors, Apple, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a l'impression qu'il y a un peu comme un flottement en ce moment. Alors, entre les épisodes d'intelligence artificielle, on ne va pas refaire l'histoire, mais qui ne sont pas très reluisants. Récemment, des annonces de licenciements, on en parlait hier chez toi dans ton émission, François, des licenciements chez Apple, ce qui est rarissime, et surtout le fait de communiquer dessus. Tim Cook qui serait sur le départ, peut-être bientôt en retraite, peut-être bientôt remplacé, mais c'est pas sûr, etc. Mais heureusement, ils ont sorti une chaussette pour l'iPhone qui se vend comme des petits pains, et ça moi, ça ne me surprend pas du tout. Est-ce que vous pensiez, si on parle d'abord de la chaussette, vous pensiez que ce serait un succès ou pas, cette innovation technologique de premier plan? Tu sais, moi, Apple, c'est une boîte qui est parfois incompréhensible. Et il y a des trucs qui fonctionnent chez Apple, tu te dis, what? Et je sais pas, mais si tu te souviens de cette petite lingette là qui coûtait 25 balles, c'était un bout de truc, mais tout petit comme ça, quoi. Et ça coûtait 25 €. Alors le packaging était super. Je l'ai acheté avec mon dernier Mac, ouais, tout à fait. Voilà, et tu te dis, en fait, je pense qu'il y a une telle fascination sur cette marque que les gens sont prêts à acheter n'importe quoi. Voilà. Quand tu vois qu'il y a des coques Apple qui coûtent 100 balles, hein, il y a des coques Apple d'iPhone qui coûtent 100 €. Voilà. Et les gens les achètent. Donc il y a un côté c'est magique, déconnecté de la réalité, si tu veux. Ouais. Et je crois qu'on peut même parler au-delà de l'aspect consumériste, on peut même parler de ce côté un peu déconnecté de la réalité sur la stratégie d'Apple. Parce que finalement, Apple, en intelligence artificielle, ils vont faire appel à Gemini, ça arrivera quand ça arrivera, sans doute au printemps prochain. Ok, bon, nous on en parle, on s'excite comme des puces. Mais bon, finalement, est-ce que les utilisateurs d'iPhone se plaignent de ne pas avoir d'IA? J'en suis pas sûr, tu vois. Ouais. Pendant ce temps-là, l'iPhone 17 Pro et le Pro Max marchent, explosent les compteurs. Ils ont un peu de faiblesse avec l'iPhone Air, mais bon, ça arrive. Des fois, il y a des produits qui marchent moins bien que d'autres chez Apple. Mais ça, c'est le lot des produits un peu élitistes. Hein. Ça ne s'adresse pas à tout le monde. Oui, parce que tu as un iPhone Air, donc voilà, c'est ça. Petite dédicace à Emmanuel Torregano aussi, on le salue, qui fait des photos la nuit avec son iPhone Air, il me fait bien rigoler. Et donc, si tu veux, je pense qu'il y a un côté un peu déconnecté de la réalité de chez Apple. Ils vivent leur vie et ça fonctionne, ça marche. En fait, leur communauté, leurs clients les suivent. Là, il y a cette rumeur aussi concernant l'iPhone Fold qui devrait sortir l'année prochaine, qui va être un carton, mais ça, je peux vous le prévoir, monstrueux. Il va coûter entre 2000 et 2500 balles, mais les gens vont débourser cet argent pour s'offrir un Fold. Donc, tu vois, je me dis... parce qu'il y en a qui n'y croient pas. Hein. Mais il sortira, c'est certain. Alors là, écoute, la télé je vous parie un petit resto. Apple, on les a jamais vus. Hein. Non, mais je vous parie un resto que l'année prochaine, il y a un iPhone pliable. C'est moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que oui. Ouais. Et tu parlais de licenciement. Il n'y a pas d'infos. Non, mais voilà. Autre chose, tu parlais de licenciement. Mais c'est quoi? C'est quelques dizaines d'employés sur je sais pas combien. Si tu veux, c'est la respiration normale RH d'une boîte comme celle-ci, tu vois. De temps en temps, ils sont obligés d'ajuster leurs effectifs, parce que là, effectivement, d'après ce que j'ai compris, c'était plutôt des postes qui étaient liés aux grands comptes. Les grands comptes, ils vont sans doute externaliser tout ça, donc ils se retrouvent avec quelques dizaines de salariés qui sont même pas licenciés, d'après ce que j'ai compris, parce que ils vont leur proposer un autre poste, tu vois. Donc c'est voilà. Ah oui, au sein de la boîte. Ah ben c'est pas du licenciement alors. Non, c'est pas des licenciements. En fait, c'est des suppressions de postes. Mais si tu veux, ils vont pouvoir postuler à d'autres postes s'ils le désirent.
Ok. Tu vois. Le mec, Il y a il était sales, il va faire designer, par exemple. Non, mais peut-être les sales, t'imagines combien il y a de milliers de postes dans les sales chez Apple, peut-être qu'il sera recasé dans un autre service, tu vois. S'il était dans les iPhones, peut-être qu'il ira dans les Apple Watch. Donc il y a un truc. Voilà, je trouve qu'Apple, ils sont un peu déconnectés et c'est difficile à suivre. Mais pour l'instant, force est de constater que tout leur réussit, quoi. Ah, on a perdu l'image de François, mais bon. Il revient. Non, je suis là. Ah, t'es là. Bruno, toi qui es plus près du bon Dieu, géographiquement, tu es un peu plus près d'Apple, tu as un océan Atlantique en moins. Est-ce que tu as plus d'infos? Non, mais je veux rebondir sur ce que François disait par rapport à la stratégie de Apple. Et j'ai l'impression que c'est maintenant que ça paie d'avoir décidé un jour d'inviter dans les keynotes, dans les événements d'Apple, maintenant beaucoup plus d'influenceurs que de journalistes. Ouais, très Parce que maintenant, on a vraiment positionné Apple et tous ses produits et tout son écosystème comme un truc lifestyle. Ce qui fait que maintenant, justement, on peut passer par-dessus chez Apple et quand tu regardes les ventes, là, Apple qui va surpasser Samsung à la fin de l'année comme meilleur vendeur dans le monde. Pourquoi? Ben parce que les gens, mis à part d'un peu obsédés comme nous, qui disent « il est pas là, moi je quitte parce qu'il est pas là. » Bon, mais mis à part ces gens-là, ça fait pas une différence. Pour moi, souvent, il y a des gens qui me disent « Je comprends pas pourquoi vous avez changé de téléphone parce que moi, je lis ChatGPT sur mon téléphone. » Et là, je leur explique que c'est pas la même chose. Là. On parle d'une couche carrément qui englobe toute l'utilisation. Mais bref, l'idée là-dedans, c'est qu'ils ont investi pour positionner Apple encore plus que c'était auparavant comme une grande marque de vie, de luxe, de trucs utiles. Et puis, là, quand on sort un petit bas qui te permet de garder au chaud ton téléphone pendant l'hiver, ben c'est ça. Ça passe, ça va être vendu. Puis c'est à la fois de la pointe technologique et aussi des objets futiles qui servent à rien. Exactement. Et qui, eux, rentrent dans le côté, j'allais dire, incompréhensible de la mode et du design. C'est-à-dire que, voilà, tu as une chaussette à 250 balles, comme tu as des sacs Hermès qui coûtent 10 000, tu vois ce que je veux dire. Et là, ça dépasse tout entendement. Mais les deux fonctionnent. Voilà. Ouais. Et comme dirait Shakespeare, on est dans l'ordre du statement. Les gens qui vont porter le téléphone là-dedans, ils vont pas le ranger dans leur sac. Ils vont le porter fièrement. C'est un statut, c'est ça. Ouais. Un peu comme les gens qui ont un iPhone Air. C'est un statut. Ça suffit. Hein. Mais j'achèterais pas la chaussette. D'ailleurs, on dit chaussette, c'est pas du tout une chaussette. Hein. Enfin, il y avait sorti une chaussette, bandoulière en laine, là, une espèce de bandoulière en laine. Bon, c'est plus, moi, je trouve ça. Tu trouves ça joli? Moi, je trouve ça hyper non. beau. Ah ouais, c'est non, pas je beau. trouve pas ça joli, mais j'étais sûr que ça allait marcher parce que c'est oui, unique, ça n'existe pas. C'est tellement, il y a que Apple qui fait ça, effectivement, et c'est je suis d'accord avec toi, c'est statutaire. C'est statutaire, mais c'est pas sur 100% de la clientèle Apple. Non, ça va bien être sûr que non. Sur le segment de la clientèle branchée. Et fortuné, parce que malgré tout... fortuné, etc. Ouais. Apparemment, il y en avait très peu en France. Hein. Oui, en plus. Il y en avait dans un seul Apple Store à Saint-Germain, je les ai vus d'ailleurs. Oui, parce que c'est un styliste bien particulier qui a fait ça. Enfin, je veux dire, c'est tout un... C'est Miyake, ouais. Voilà, très peu limité. Si tu veux, c'est un produit un peu exclusif. Donc, le gars qui a ça... ou la femme qui a ça, se démarque par un produit un peu élitiste, quoi. Et surtout, je me souviens plus c'est quoi le nombre total des Apple Store, mais je pense qu'il y en a 10 ou 12 seulement qui l'ont dans le monde. Genre un à Paris, un à Milan, un à New York, un à Shanghai, c'est pas... Oui, mais comme tu dis, c'est logique, ça colle avec aussi la facette d'Apple qui est développée depuis plusieurs années, qui est d'être vraiment sur le segment de la mode, du luxe, du chic, etc. Et ça leur permet, malgré leur retard en IA, de percer et de gagner cette année. Moi, je trouve ça, c'est fantastique pour eux. Commercialement, c'est une réussite. Ouais. Un succès de plus à l'actif de Tim Cook, si on peut dire. Alors, est-ce que ce serait une bonne idée? Est-ce que ce serait bien ou pas bien que Tim Cook passe la main comme on l'évoque en ce moment, puisque Tim Cook qui va avoir 65 ans, ça fait 15 ans ne fait pas d'agisme, Jérôme. Non, pas du tout, surtout pas moi, mais du haut de mes 98 ans, donc je ne vais pas jeter la pierre à des petits jeunes comme lui. Mais ça fait 15 ans qu'il est chez Apple, et voilà, donc il y avait des rumeurs disant qu'il pourrait être remplacé à plus ou moins brève échéance
par John Ternus, c'est ça, qui est vice-président de l'ingénierie produit, qui est sûrement un monsieur très compétent. Mais c'est marrant parce qu'on le connaît pas, on l'a jamais vu sur scène lors des keynotes. On l'a vu. Oui, il est monté sur scène lors de la dernière keynote. Ok. Il est montré. D'accord. Ouais. Et c'est quelqu'un que petit à petit Tim Cook met en avant. Typiquement, il était lors de la sortie de l'iPhone 17, c'était un peu la star de l'un des Apple Store à Londres. Il était là-bas, il a fait des selfies, il a présenté le téléphone, tu vois. Donc il commence à être un peu mis en avant. Est-ce que c'est son dauphin, François? Est-ce que tu irais jusque-là? C'est ce qu'on dit. Après, j'ai aucune information, je suis pas dans le secret des dieux, mais c'est vrai que il a un profil assez séduisant. C'est quelqu'un qui est dans le hardware, qui est là depuis très longtemps chez Apple. Ça fait plus de 20 ans qu'il est chez Apple. Il connaît bien la culture Apple. Il est jeune, il a la cinquantaine. Il connaît les produits. C'est un vrai ingénieur, si tu veux. Ce que n'est pas Tim Cook. Tim Cook, c'est un spécialiste. Non, c'est vrai. C'est ça. C'est ça. Et voilà. Mais après, tu parlais de l'âge de Tim Cook. Je pense qu'au-delà de l'âge, parce qu'aujourd'hui, à 65 ans, t'es pas vieux, c'est surtout le bon timing. Tu vois. À quel moment Tim Cook doit laisser les rênes? Et est-ce que c'est un moment clé de l'histoire d'Apple? Est-ce qu'il faut que ce soit brutal? Est-ce qu'il faut que ce soit une transition? Connaissant Apple et Tim Cook, je pense que ce sera une longue transition qui prendra plusieurs années. C'est pour ça que malgré tout, si c'est une longue transition, il va falloir qu'elle s'initie bientôt, tu vois, parce que Tim Cook va pas rester jusqu'à 70 ans, tu vois, aussi. Donc, je pense que tout est en ordre de marche. Comme toujours chez Apple, ça se fera dans toute fluidité, avec le temps, pour pas brusquer à la fois la stratégie de la boîte, les investisseurs, etc., les employés aussi. Les actionnaires. Mais voilà, mais c'est, je pense que il doit y penser, en tout cas Tim Cook, il doit y penser, et la date va pas tarder à arriver. Ouais. Alors le fait est qu'il a un bilan qui est excellent. Voilà, Apple n'a jamais pesé aussi lourd financièrement. La valorisation, je sais plus, ça a été multiplié par 10 ou je sais plus combien. C'est 13, je pense. Ouais, voilà. C'est grandiose. Malgré les moqueries qu'on peut de temps en temps faire à l'égard d'Apple, ils sont toujours en tête, ils font toujours la course en tête. Donc, qu'est-ce qu'on aurait à gagner enfin, je dis la communauté des consommateurs, des aficionados, etc. de la tech. Est-ce qu'il y aurait... Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un virage qui soit pris, d'après vous, ou au contraire que, tranquillou, on continue à labourer le même sillon? Bruno? Si je peux y aller, le seul espoir qu'il existe avec un changement de direction, puis particulièrement parce que c'est un ingénieur, ce serait peut-être l'arrivée de nouveaux produits. Parce qu'on s'entend sous Tim Cook, là, mis à part le Vision Pro, il n'y a rien de neuf qui est sorti dans le paysage. Oui, l'Apple Watch, mais... L'Apple Watch. Ouais. Qui est pas rien. Mais ça n'avait pas été déjà mentionné à la fin de Steve Jobs? Non, Steve Jobs avait évoqué l'idée d'une montre connectée, mais elle n'était pas sortie sous l'ère Steve Jobs. Non, c'est ça. Plus tard. Elle arrive en 2015. Sur la table à dessin. Mais elle était déjà... Mais là où Jérôme n'a pas tort, c'est que l'Apple Watch est arrivée en 2015, donc ça faisait 4 ans que Steve Jobs était parti. Tout à fait. Et donc, Tim Cook a initié le projet et l'a finalisé. Il fallait la positionner, l'Apple Watch. Voilà. Il fallait la positionner. Est-ce que c'est pour les geeks qui veulent avoir leur ordinateur au poignet? Est-ce que c'est pour les sportifs? Est-ce que c'est pour les gens qui veulent prendre soin de leur santé? Et finalement, c'est pour faire un accessoire de mode, là encore. Hein, rappelez-vous, c'est pour tous. Ça avait été lancé. C'est ça qu'il faut. C'est ça, ça n'a pas été vraiment positionné. C'est comme large. Et, vous avez... ils ont comme bien un cultivé iPhone, le côté santé et autres. Les précédentes montres connectées qu'il y avait eu, tu te souviens, François, les espèces de briques là qu'on pouvait quand même fixer à son poignet, c'était jeté en pâture aux geeks, mais il y avait que des fous furieux comme nous qui pouvions acheter un truc pareil. Mais la santé, ça fait que 2 ans. Un petit peu plus.
Ah bon? 3 ans, si tu veux. Bah, Mais tout dépend ça a si pris tu du prends, temps. Là, ouais. si tu prends le rythme cardiaque était au tout début de l'Apple Watch. Oui, ça, c'était au début. Mais le vraiment positionnement santé, Ah, au positionnement santé, où on oui, jouait oui, avec oui. des témoignages et comment ça a sauvé la vie de gens, c'est il y a 2 ans. Ouais, Là, c'est relativement récent. Ouais. Ouais. Et ça a pris du temps avant de le positionner comme ça. Et c'est pour ça que moi, je dis, au niveau de la vision, il a été très bon dans l'évolution. Puis administrativement, il a été excellent. Mais au niveau de la vision, à long terme, de nous amener quelque chose ailleurs. Tu sais, pendant que tu as des gens Sam Altman et l'ingénieur, j'oublie son nom. Jonathan Ive. Merci. Qui sont en train de repenser un appareil sans écran qui nous permettrait de communiquer. Je sens pas ça du côté d'Apple. Là. Non, c'est sûr. Mais après, c'est toujours la même chose. Hein. C'est ce qu'on disait aussi pour Google. Je veux dire, c'est devenu tellement des monstres, ces boîtes. Ils peuvent plus comme ça faire n'importe quoi, aller dans des directions sans être très sûr. Alors ils l'ont fait avec le Vision Pro parce qu'on sait toujours pas où va le Vision Pro. Ouais. Voilà, mais ils sont plus à l'aise sur les chaussettes en couleur. Ça c'est vrai. Ouais. Après une bonne étude Et ça de marché. marche. Et en plus, c'est une chaussette, c'est même pas 2, tu vois. C'est ça qui est débile. Ouais. Bon, donc des nouveaux produits. Non, mais je suis d'accord. Oui, peut-être un pliant, peut-être, je sais pas, pas un Vision Pro, mais des lunettes style Meta, mais dérivées du Vision Pro, des trucs comme ça. Je sais pas, une fusée, une voiture autonome. Pourquoi pas? Maison autonome. Une maison autonome. Ah, une maison autonome. Alors là, si tu me tends la perche. Ah, et voilà. Si tu commences à parler de domotique avec Jérôme, t'es Je mort. suis désolé. Ah, je suis désolé. T'es mort. On va bifurquer sur ces volets roulants connectés. On est mort, les amis. On revient en arrière. Je peux faire 30 secondes de pub parce que évidemment, c'est ton émission. Ouais, c'était chez vous. Hein. Voilà, donc si vous parlez de ça, c'est parce que vous êtes dans le secret. Et c'est vrai que je vous en parle depuis un petit moment. Comme j'ai rien à faire, je m'ennuie. J'ai des journées un peu trop lâches. Voilà, j'ai trop de temps libre dans la journée. Je me dis tiens, si je lançais un nouveau podcast. Donc je vais lancer un podcast sur Alors on dit pas domotique parce que c'est un gros mot de vieux. On dit maison connectée. On dit smart home, mais ça veut dire domotique. Et effectivement, maintenant, je peux en parler parce que je l'ai annoncé officiellement à mes auditeurs dans l'émission de samedi. Voilà, ce sera le 10 décembre. Cherchez ça sur les stores. Ça s'appelle tout simplement Maison Connectée. Et on parlera de domotique, donc, mais alors de manière hyper basique pour les gens qui ont envie de brancher des trucs chez eux. Donc, même nous, on va être capable de comprendre. Même vous allez comprendre. Donc, tu vois, c'est pour te dire, hein. Moi, je me souviens, ça fait quoi? Ça faisait 10 ans qu'on voulait faire ça, Jérôme. Tu te rappelles? Exactement. Ah ouais, c'est une sorte d'hommage à l'époque de ces rideaux là, qui François. montaient. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas réussi à détricoter le fil de ce truc-là à l'époque. Ouais. Mais on voulait, ça fait un moment qu'on voulait lancer un podcast sur la maison connectée, c'est vrai. On savait pas trop comment le faire. On cherchait des partenaires aussi. On cherchait un partenaire. Tiens, D'ailleurs, si je cherche également un partenaire pour lancer, mais j'ai déjà des pistes, mais quand même, si ça vous intéresse, vous qui nous écoutez. Mais si vous n'avez pas reçu de courriel de la part de Jérôme ou un coup de fil, c'est peut-être vous qui le cherchez. Vous devriez penser à lui contacter. Voilà, c'est la pub. Si vous voulez sponsoriser un podcast sur la maison connectée. Alors, on prend les appels à partir de maintenant. C'est là. Ouais, exactement. Je donne le numéro. Bon, non, je voudrais qu'on parle encore d'un autre sujet, le dernier sujet du mois quand même intéressant. C'est celui des robots humanoïdes. Alors c'est un sujet qu'on utilise, qu'on aborde souvent, hein, mais il se passe des trucs tout le temps. Et donc, je le disais dans le sommaire, pas moins de 3 nouveaux humanoïdes dévoilés au mois de novembre. Et puis alors, ce qui est amusant, c'est que c'est dans 3 pays différents. Donc on voit bien que c'est un truc qui est en train d'exploser partout. Je ne sais pas à quoi va ressembler le CES de Las Vegas, mais j'ai l'impression qu'il y aura des robots à tous les coins de rue. Est-ce que déjà vous avez fait votre choix? Est-ce qu'il y en a un qui vous paraît particulièrement sympathique, que vous aimeriez avoir à la maison parmi Iron, Agibot, G1, Mimo, Optimus, Figure, Neo? Vous vous rendez compte un peu toute la liste? Ils ont tous des petits noms. Moi, j'aimerais bien avoir Olaf. Ah, c'est qui Olaf? Olaf, c'est celui de Disneyland Paris. Ah, ça m'étonne pas. Il est vraiment trop chou. C'est un bonhomme de neige
avec un nez donc fait par en avec forme une de carotte. En forme de carotte. Ouais, classique. Et en fait, ils l'ont montré en avant-première à Disneyland Paris. C'est un vrai robot qui est mais saisissant de réalisme de par ses gestes, de par son humanité, alors qu'il ressemble pas du tout à un humain, mais on dirait un personnage de dessin animé, et c'est vachement bien fait. Il a été présenté en avant-première là, à Disneyland Paris parce que il fera partie des personnages avec qui tu pourras faire des photos, etc. En mars prochain, lorsque Disneyland Paris ouvrira le département Reine des Neiges à Disney. Et il Donc, est vraiment impressionnant. C'est un personnage de la Reine des Neiges, parce que alors moi j'ai vu ça, mais j'ai pas du tout non, la ref. Hein. Bah moi non plus, mais c'est vrai que c'est un personnage de la Reine des Neiges. Je sais pas d'où il sortait ce personnage-là. Ben oui, c'est un bonhomme de neige, Reine des Neiges, tout ça, tu vois. Ouais, d'accord, ok, c'est logique. Il est trop mignon. Bruno, ça te fait pas envie? Bon, juste les amis, je vous dis juste un truc. Il me reste 1% de batterie. Je vais me connecter, Jérôme, sur Riverside avec mon iPhone. Comme ça, on se coupe pas. Parce que là, avec 1%, je suis pas sûr d'aller loin. Non. Non, ça marche, je reviens vite. Je suis là, toujours. Ouais, Bruno, Olaf ou plutôt Néo ou plutôt celui qui a fait 100 km à pied. On en a parlé d'ailleurs là encore chez François hier dans son émission. Voilà. Attends, je l'arrête. Voilà, ils sont toujours là. Hop là. C'est cool, il y a deux François. Écoutez, on est en direct live. Il restait 1%, autrement c'était mort. Ça résonne pas que ça fout. Désolé. Il faut que tu éteignes le Ouais, je sais. Je suis en direct, un truc de dingue là, les amis. Non, mais là, ça y est, vous m'entendez? Ouais, on te voit en double. Voilà. C'est magnifique. Ok, je l'arrête. Je vais essayer. Hop. Est-ce que c'est mieux comme ça? Le seul problème, c'est que j'ai plus le support. C'est la galère. Moi, j'entends. Oui, mais il faut que tu éteignes le premier là, parce que ça va pas du tout. Continue à te parler. Je suis pas le centre de l'histoire. Cool. Oui. Là, on est bon. Super. Ouais. T'es en vertical. Si tu peux te mettre en horizontal, c'est mieux, mais bon. Ça ne fonctionnera pas. Ah, mais de toute façon, il t'a coupé l'image. Non, je sais pas. Est-ce qu'il y a des robots au Canada, Bruno? Bon, Bruno, tout le monde se demande est-ce qu'il sera à l'horizontale, est-ce qu'il sera à la verticale? Les robots, je sais qu'on en parle tout le temps, mais voilà, tu vas me dire qu'est-ce qu'on peut dire de plus. Est-ce que des robots il y a des robots au Canada? Vous êtes en Ben oui, il y avait les choses ou pas? Est-ce qu'il y a des robots au Canada? La petite boule, est-ce qu'il y en a autant qu'en France? Ben écoute, c'est drôle que tu en parles parce qu'encore ce truc matin, je marchais sur la rue et j'ai croisé 3 robots. Parce que c'est la question quand même, qu'on peut se poser. Mais, non, mais moi, écoutez, messieurs, moi, je vais être très transparent. Depuis des années, je suis team Bali. Pourquoi ça marche pas? De Samsung, la petite boule jaune. Ouais, mais moi, le jour où je vais pouvoir... Je comprends pas pourquoi. Je ne sais pas. Non. C'est bizarre parce que quand je tourne mon iPhone, ça passe pas vraiment. C'est n'importe quoi. T'es en paysage vertical, là. Ouais. Tu peux pas faire mieux? Ouais, mais c'est juste que ta caméra peut tourner. Les gens qui nous regardent doivent pencher la tête pour te voir en vrai, si tu veux. Ah, restons comme ça, c'est mieux. Voilà, comme ça. Voilà. Allez, restons comme ça. Mais pas ta caméra. Bon. Mesdames et messieurs, excusez-le, il débute avec tous ces équipements-là. Oui, donc toi, tu es plus Bali, donc Ouais, moi, je suis plus bailli. Je ne cherche pas nécessairement à avoir un robot humanoïde autour de chez nous. Ouais, non, moi, je l'appelle la petite chose qui fonctionne. C'est pour ça que j'ai toujours aimé les fameuses petites bornes... c'est Tamagotchi, mais c'est pas ça du tout. La petite borne française, là, le lapin, là. Ah, Navastag. Ben, c'est justement parce que j'aimais bien le fait que ça ressemblait pas à un humain. Parce que je cherche pas nécessairement à recréer quelque chose comme ça. Toi, tu n'es pas favorable au robot humanoïde. Et je suis assez d'accord avec toi. Je suis pas favorable, mais pour moi, je vois pas d'intérêt pour moi. Mais en entreprise, oui, puis... C'est vrai, c'est pas le genre de truc où tu te dis « Ah oui, mais franchement, ma vie serait tellement plus facile si j'avais un robot humanoïde. » Alors, je pense qu'il y a des gens qui doivent se dire ça, parce qu'il y a des cas de figure particuliers, peut-être qu'on soupçonne pas, où vraiment ça pourrait être une aide. Mais sinon... Tu sais, le meilleur exemple, c'était ce mois-ci ou le mois précédent qu'on a vu la démo avec Néo là, qui fait la vaisselle, vide la vaisselle. Non, mais est-ce que vous avez regardé un peu ses mains?
c'est un gant qu'il porte. Tu défais la vaisselle, le lave-vaisselle où tu mets le lave-vaisselle. Il se lave pas les mains? Là, sa main, là, il faut y enlever la main, il faut la mettre dans le lave-linge. Non, mais oublie ça. Là. J'ai pas compris, c'est-à-dire c'est-à-dire que ça se salit. C'est ça. Du tissu. Ah ben oui, attends, ton robot, tu vas devoir le laver, hein. Ben non, je sais, mais là, à un moment donné, si chaque fois qu'il fait la vaisselle... tous les dimanches, allez, il ramasse les crottes du chien et après il fait la cuisine. Je pense qu'il se lave pas les mains. Puis alors non, il se charge, mais il se lave pas les mains. Donc il fait du jardinage, après il vient faire de la cuisine direct, et entre les deux, il se lave pas les mains. Non, mais c'est ça, c'est un peu débile. Donc, il change la caisse du chat. On n'y est pas encore. Ouais. Et après, il fait la cuisine. Et non, il va falloir apprendre l'hygiène des robots. Exactement. Mais oui, il va falloir, bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai hâte de voir Grok installé dans le cerveau d'un de ces robots-là. Ça va être un carnage. Ça va être un carnage. Et vous avez vu fabulé comme scénario. La société Figure, là, François, tu disais que tu l'aimais bien, donc cette boîte américaine qui a fait un robot aussi, hein, qui a donc licencié l'un de ses salariés, qui aurait, alors il faut toujours se méfier avec ces histoires-là, mais il aurait été licencié parce que il tenait il apportait des accusations. Il disait qu'en fait, chez Figure, ils étaient à fond dans le développement sans se soucier de rien, et qu'ils avaient mis au point un robot qui est trop fort, qui est trop solide et qui pourrait casser le crâne d'un être humain. Et lui, donc, aurait alerté là-dessus, et ça n'aurait pas plu en interne. Alors, que ce soit vrai ou pas, la problématique est certainement réelle. Hein. C'est ça aussi le souci qu'on va avoir. Il y a ça, il y a tout le comportement des robots. Ils sont pas assez nombreux, ils sont pas présents dans de nombreuses maisons. Mais moi, j'ai hâte de voir les premiers cas où on va sortir des histoires sur un comportement un peu douteux de la part d'un robot envers des enfants, envers des adultes. Il y a tout un champ de l'utilisation dans le quotidien de la société qu'on a vraiment... Là, on les voit en laboratoire, on les voit dans un scénario bien planté. Ça dure 1 minute à l'écran, mais ça a pris 3 jours pour être filmé, pour arriver à faire la séquence qu'on veut. Ça, on est loin de les avoir se promener dans la maison et qu'ils soient vraiment utiles et qu'ils sachent se laver les mains. On est très loin de ça. Ouais, on est très loin. Et je pense que de toute façon, ce qui est en train de se passer, c'est un peu toujours comme en tech, c'est un peu toujours la même chose. On nous fait rêver avec des images comme ça incroyables. Rappelez-vous la réalité augmentée, la réalité virtuelle, où on voyait des trucs complètement fous, etc. Et puis en fait, les usages n'ont jamais suivi pour X raisons, le coût, la qualité de rendu, il n'y avait pas le use case, tout simplement. Mais c'est pas grave, on a besoin de ça pour faire passer le premier message, pour montrer, pour faire du buzz, pour faire de la communication en réalité. Et il n'empêche qu'il y aura des cas d'usage, mais les robots, ils sont certainement beaucoup plus faits, y compris les robots humanoïdes, effectivement pour les usines, comme le dit Elon Musk, que pour la maison, même si, bien sûr, les Japonais, depuis longtemps, parlent de robots qui pourraient aider les personnes âgées, etc. Mais il a le mérite d'exister, au moins, ce robot russe. Et juste un mot encore là-dessus. Moi, je trouve intéressant aussi l'aspect industriel et stratégique, parce que ça pose un problème. Nous, en Europe, on n'en a pas vraiment des robots. Bien sûr. Hein, on s'est beaucoup moqué du robot russe qui s'est cassé la figure lors de sa présentation, mais c'est vrai que nous, ça risque pas de... Exactement. Ouais. Il a le mérite d'exister tout le temps. Donc nous, on n'en a pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Parce que malgré tout, ça va être un élément de développement industriel énorme. Donc ça veut dire que c'est encore un secteur dans lequel on va prendre du retard. C'est surtout ça qui est inquiétant. Mais le côté positif, et je vais répéter encore une fois ce que je disais sur ton plateau, François, hier, c'est qu'il y a finalement, on va être obligé je suis pas sûr de ça, d'acheter des machines à l'étranger, parce que si tu prends le marché Chine ou États-Unis, si tu prends le marché du smartphone, et on va les farcir avec aujourd'hui, notre logiciel. T'as des OS et tu peux pas installer sur une machine. On va l'éduquer, le rendre intelligent. Qui te dit que demain, ça tu vas pas avoir des robots chinois qui vont arriver avec leur propre OS, une forme de souveraineté, et tu pourras pas implémenter un OS maison. Tu vois, tu pourras peut-être alors apporter une application ou tu vois des choses comme ça, mais je pense qu'ils vont vouloir aussi garder l'exclusivité hardware, mais aussi software dans ces trucs-là. Ah ben si. Non,
Oui, il est vendu nu, oui. Alors, tu sais que mais pas aujourd'hui, en tout cas, parce que le G1 c'est Unitree, hein, qui était à Vivatech, il est vendu nu. Il est vendu nu. Tu mets ce que tu veux dessus, ou dedans, plutôt. Tu lui mets l'intelligence que tu veux. Il est fait pour ça. Parce que les Chinois, ils sont quand même dans cette logique. Hein. Ils sont un peu comme nous vis-à-vis des Américains. Ils sont un peu en situation de challenger ou autre. Bon, ils sont plus avancés en termes de robotique. Et c'est pour ça qu'ils sont à fond sur l'open source, sur les logiciels ouverts, etc. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, pour l'instant, d'imposer une solution globale. Tout un écosystème, hardware, software, services, force de vente, tout ça, ils peuvent pas. Donc, déjà, ils font la machine, ce qui est un énorme travail, ce qui est une énorme avancée technologique. Et derrière, alors juste ce que je voulais dire, voilà, je voulais citer le cas du robot Oxo qui a été présenté, mais un peu en catimini, c'était au salon des technologies du nucléaire, il n'y a pas longtemps à Paris. C'est fait par Orano, donc le groupe nucléaire et Capgemini, et ils achètent des robots. Ça, c'est notre spécialité. Unitree, et ils sont en train de les programmer. Il y en a pour des mois pour mettre de l'intelligence dans ces robots pour ensuite aller travailler dans les centrales nucléaires. Mais Jérôme, c'est assez concret, voilà. Ouais, mais en attendant, vous pourriez quand même prendre de l'avance sur tout le monde et vous préparer en fonctionnaires légiférant. européens qui nous écoutent, qui te piquent l'idée, mon cher Bruno, ça va être génial. Oui, vous partez à partir des 3 règles d'Asimov, puis après vous composez quelque chose là-dessus. C'est vrai qu'on pourrait faire des lois pour les robots. C'est une très bonne idée. On est déjà bon. Je suis étonné qu'on n'ait pas encore ça. Ouais, c'est vrai. Pour légiférer, on est excellent, ça c'est sûr. Et on est parti. Je vous le souhaite. Mais non, pas du tout. Parce que par la suite, après, évidemment, toute la planète pourra suivre en disant ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et puis, non, pensez-y, hein, vous pourriez prendre de l'avance là-dessus. Là. Ben oui. Un savoir-faire français. Bien sûr. Voilà. Bon. Arrêtez, les auditeurs vont encore nous dire qu'on fait du Europe bashing. C'est pas bien ça. Moi, j'ai vu un petit truc. Je parle de votre savoir-faire. C'est le nouveau drone DJI. Bon, les amis, allez, on s'approche de la fin. Alors, je sais si c'est le 2 juste encore quelques minutes avant que je vous libère. Est-ce que vous avez des produits tech sympas qui vous sont passés entre les mains ces dernières semaines, ces jours-ci Est-ce que vous avez vu des choses bien à part la chaussette d'Apple ? J'ai testé et moi, DJI a toujours été une boîte qui m'a fasciné. DJI. Ah, mais tu parles de mon cadeau de Noël. C'est comme si tu tapais sur le doigt d'un DJ. Tu parles de mon cadeau de Noël. Et ça y est, le truc, c'est ce que j'ai demandé au Père Noël. Ah ouais. Et c'est un tout petit drone qui est vraiment, mais qui tient dans la paume de la main. D'ailleurs, c'est comme ça. DJI, tu l'appelles. Il tient comme ça. Tu vois, alors, tu poses sur ta main. Tu peux le faire décoller très facilement. Simplement en mettant ta main comme ça. Il comprend que il est sur une petite plateforme, il décolle. Et après, tu le pilotes avec les mains. Vas-y. Et tu le pilotes avec les mains. Avec une main, il va te suivre, tu vois, donc il va rentrer dans ton champ comme ça. Et dès que tu vas bouger ta main, il va suivre ta main, donc il va tourner et suivre ta main. Et puis avec 2 mains, tu peux lui dire de reculer ou d'avancer. Et quand tu remets ta main comme ça, il la détecte et il réatterrit. C'est génial. Truc-là, et ça marche nickel. Vraiment, c'est impressionnant. Et tu le vois parce qu'il y a une petite loupiote sur le drone qui fait qu'il te dit qu'il a compris le geste que tu faisais. Et c'est incroyable, je t'assure. Et c'est génial. Et c'est génial pour les vlogueurs, en fait. Ouais. Parce que ça te fait un plan de caméra et ça marche bien, ça super. Parce qu'il te suit en plus. Il te suit quand tu fais par exemple une petite présentation de quelque chose. Mais si par exemple tu prends un VTT et que tu pars dans la forêt, et ben lui, il te détecte grâce à son IA. Il est génial. Il va te suivre. Et ce qu'il y a de dingue, c'est qu'il a tout un système aussi de. Mais là, et puis ça coûte 230 €, tu vois. C'est ça qui est top. Et en plus, il va passer entre les arbres, les branches, il évite les obstacles. Et il ne perd pas de vue sa cible, c'est-à-dire toi. Il va te suivre quoi qu'il arrive. Il y avait déjà des drones et de temps en temps, pour faire beau, il va passer devant toi pour faire des plans sympas. Si par exemple tu fais du ski ou si tu cours ou si tu fais du VTT. Et après, il revient à sa place. En fait, tu as un caméraman volant pour 230 € et qui filme en 4K, stabilisation, un truc de dingue, tu vois. C'est fou.
Bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, t'as bien raison de le demander au Père Noël. C'est comme ça que... Non, vraiment, c'est un super objet qui est un drone aussi. C'est comme ça que maintenant, dans la forêt, que tu peux sur les pistes de ski, piloter tu vas voir que des mecs avec des drones qui leur tournent autour. Et même avec le masque, tu sais, de DJI, qui permet d'avoir une immersion parce que tu as un écran, un immense écran qui permet de voir ce que voit le drone. Au Père Noël, alors. Hallucinant. Bon. Oui, c'est le Neo 2. Neo 2 DJI. Avec ton smartphone, ouais, tout à fait. Ouais. Mais là, maintenant que vous avez fait rêver tout le monde, là, vous vous rappelez le nom? Le Neo 2. Neo 2 de DJI. Okay. Ouais. OK. Et toi, Bruno, alors tiens, mais ça, c'est ça la question que j'aurais dû vous poser. Qu'est-ce que tu vas commander au Père Noël Eh oui, mais on est tous un peu comme ça. Hein, tu as déjà une idée? Rien. C'est vrai, t'as raison. Des chocolats? C'est pas très tech. Non, c'est déjà mangé, ça. Non, moi, ça va être tranquille et j'ai rien à commander. T'as pas d'envie particulière dans ce domaine? Non, ben, ça fait prétentieux à dire, mais tout ce que j'ai de besoin, je l'ai déjà. Quel homme heureux. Ben non, mais c'est ça, hein, je vois pas... Ouais, c'est pas faux. Moi, j'ai testé et regardez, ça marche sur tous les regardent en vidéo. En ce moment, je suis reparti sur une montre d'un look traditionnel, mais en fait, c'est la dernière montre connectée Withings, la Nova, et elle est pas mal du tout. Elle est bimode, c'est-à-dire Android et iOS? Ah ouais, bien sûr. Okay. Ouais, tout à fait. Et j'avais envie de... Bon, moi, je suis très Apple Watch, hein, je m'en cache pas. Ouais. Oui, sauf que toi, tu as un écran. Mais alors que là, c'est un vrai cadran de montre traditionnelle. Voilà, oui. C'est amusant parce qu'elle a ce design tout à fait traditionnel. On dirait une montre, on voit absolument pas que c'est une montre connectée. Ouais, et pourtant, elle est pleine de... Comment? C'est comme la mienne, la OnePlus, ça fait assez traditionnel comme montre. Là. Oui, mais toi, c'est un écran. C'est un écran. Ah oui? D'accord. À aiguille. Okay. Ouais. Là, ce sont des vraies aiguilles. Et, moi, j'ai mais il y a un petit afficheur à l'intérieur, un petit afficheur rond. Donc, essentiellement, c'est une montre traditionnelle avec des capteurs pour ton téléphone. Oui, c'est ça. Merci. Alors, tu as des capteurs santé, parce que Withings, ils sont vachement forts sur toutes les fonctions de santé. Tu sais, tu peux faire un électrocardiogramme, mesure de la température, mesure du taux d'oxygénation. Bon, même si on sait que sur les montres, c'est pas hyper parfait, hein, hyper précis, mesure du taux d'oxygène. Évidemment, les entraînements sportifs, etc. Enfin, il compte les pas, etc. Bon, évidemment, il y a des trucs qui manquent. Oui, mais par exemple, l'avantage de cette montre, c'est son autonomie. J'aime bien chaque plus tu mets un écran grand, commencer à lire le message. Là, tu reçois un SMS, c'est la ligne, c'est sur une seule ligne qui défile. Mais c'est pas mal. Beaucoup moins de surface d'affichage. Je pense qu'ils auraient pu d'ailleurs mettre une partie écran un petit peu plus grande et peut-être un peu différente, un peu carrée, mais on peut pas tout avoir. Ouais, t'as plus besoin. Ah oui, bah oui. Tu as raison. Et c'est quoi l'autonomie? C'est plusieurs jours. Là, je peux même pas te dire, mais c'est dans l'ordre d'une semaine. La mienne, avec la OnePlus, je tiens 5 jours. Et je trouve ça génial parce que maintenant, je pars en voyage, j'ai plus besoin d'avoir le... Mais tu sais, quand tu as vécu pendant des années avec un iWatch, où là, il fallait que tu cours pour avoir un chargeur 2 fois par jour, ça te change la vie d'avoir quelque chose qui tient pendant des journées. C'est pas banal. Mais tu vois, Jérôme, j'aime ce que tu me décris, mais mon problème, c'est que tant qu'à avoir une montre intelligente, j'aime accéder à l'information sur la montre. Oui, alors là, tu as quand même des messages. Hein. Tu as des notifications. Si je reçois un SMS, un WhatsApp, etc., même un appel téléphonique, tu as la notif. Mais ton calendrier, par exemple? Non. Est-ce que tu peux... c'est ça. Non. Bon, le courrier, les textos, tu peux pas vraiment... Et puis, elle me dit pas quand je dois me lever parce que je suis resté assis trop longtemps, tu vois. Ah, mais moi, j'adore ça. Moi j'adore ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Enfin, je ne crois pas qu'elle puisse le dire. Mais enfin, voilà. Bon, c'est un autre concept. Moi, j'étais un peu perplexe. Et puis, je trouve que c'est une espèce de... c'est plus paisible qu'une Apple Watch où, effectivement... Alors, bien sûr, tu peux couper des notifications sur l'Apple Watch, mais tu perds beaucoup de l'intérêt de la chose. Voilà. Et puis, elle a un design plutôt sympa. Et c'est déjà sorti sur le marché?
Ouais, tout à fait. Elle est sortie et oui, je pense qu'elle avait été présentée au CES l'an dernier. Ah, mais ça veut rien dire parce que des fois, c'est des mois. Non, prends l'exemple de Belly. Ça fait 3 CES qu'on le voit puis il n'est pas encore sorti. Ouais. Donc, Mais de toute façon, on le sait maintenant, il y a des produits qui sont faits que pour les salons, en réalité. Ouais. Alors, pas chez Withings, mais chez les grands, chez Samsung ou autres, c'est certainement le cas. Hein. Bon, voilà. Eh bien, écoutez, je vous propose que sur ces bonnes paroles, on en reste là pour cette édition du mois de novembre du Grand Débrief de Monde Numérique. Merci à vous qui nous écoutez, l'avoir suivi aussi bien en podcast audio qu'en vidéo sur la chaîne YouTube de Monde Numérique. Merci à vous deux, les amis François Sorel et Bruno Guglielminetti. On se reverra quand même avant le CES de Las Vegas, probablement, hein, je pense. Si c'est une menace, oui. Voilà. Salut. Oui, on se fera un petit point de fin d'année. Enfin, on va voir comment on s'organise. Et en fonction de nos disponibilités les uns les autres, parce que effectivement, les journées sont bien remplies en cette fin d'année. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, très bonne fin d'année aussi, et on vous dit bye bye, ciao. Salut. Le grand débrief de Monde Numérique vous était proposé en partenariat avec Free Pro, le meilleur de Free pour les entreprises.